Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Alors, aujourd'hui, on va discuter, si vous le voulez bien, d'un sujet ô combien sensible, qui est celui du conflit israélo-palestinien. Alors, tout d'abord, avant de commencer à parler de choses sérieuses, j'aimerais faire avec vous un retour d'expérience. Il y a quelques semaines de cela, j'ai enregistré 2 vidéos le même jour, que j'ai diffusées sur YouTube à 2 jours d'intervalle. La première vidéo s'intitulait La République française est devenue totalitaire, à date. Puis la seconde vidéo traitait de la formation, enfin du moins du lancement de la formation un peu houleuse de la fameuse reine Thaïs. Alors, j'ai utilisé YouTube pour faire une expérience de sociologie, parce que à mes heures perdues, vous savez, je suis un peu sociologue. Alors, j'ai constaté 2 choses. La vidéo concernant la formation de Thaïs a fait des centaines de vues en l'espace de 48 heures. On est 2 semaines plus tard, hein. Parti comme c'est parti, je pense que je vais atteindre le millier de vues en 10 jours, à peu près. En revanche, la vidéo que j'ai postée 2 jours avant, qui s'intitule La République française est devenue totalitaire en date, a fait en 48 heures 3 vues. Elle en est à 8 aujourd'hui, au bout de 10 jours. Force est de constater, mesdames et messieurs, qu'on voit là la priorité des sujets les plus importants dans le YouTube Game en France. Hein? Alors, je ne vais pas non plus jeter la pierre aux spectateurs de l'arène qui est devenu le YouTube Game. Je pense avoir été victime de Shadowban, car le peu de vues que j'ai eu sur la vidéo intitulée La France est devenue totalitaire à date, le lendemain, le compteur de vues est reparti à zéro, à plusieurs reprises. Alors, j'imagine que c'est dû d'une part à l'algorithme de YouTube qui est à demi homosexuel. Donc dès que vous vous exprimez de manière un peu virile, cela peut expliquer le shadow banning. Et puis, quelque part, hein, je suis assez fier. Parce que si shadow banning il y a, sur ce sujet-là, la France est devenue totalitaire. La République française actuelle, sous l'égide, sous la gouvernance de l'autre, là, machin, qui vous sert de président, à mon avis, a touché quelques points sensibles. Voilà. Fin de l'expérience sociologique. Alors, pour ce qui est du conflit israélo-palestinien, partant sur des bases, nous sommes après-guerre. Les Juifs voudraient avoir une maison, une terre à eux, un État à eux. Ce qui me semble jusqu'à là tout à fait légitime. Et l'empire anglo-saxon, qui en est toujours un aujourd'hui, même si elle est en déclin, voilà une opportunité et se décide de les aider au moins sur le plan financier. Pour les Juifs, c'est un mot compte triple, puisque non seulement ils ont un État à eux, nommé aujourd'hui Israël, en plus ils sont de retour en Terre Sainte, ce qui d'un point de vue religieux est tout à fait bon pour eux. Hein. Vous savez, la fameuse religion du Messie qui va revenir, faire d'eux un peuple élu, qui soi-disant va éduquer le monde entier, parce que les Juifs sont des élus, et le restant ne comprend rien à la vie, ne comprend rien au monde. C'est précisément d'ailleurs ce qui a nourri le sionisme international. Et qui plus est, troisièmement, pour les Juifs c'est une opportunité, puisque installés là où ils sont, depuis presque 80 ans maintenant, ils sont là sur une terre qui est riche en multiples ressources.
agricoles et autres, qui d'un point de vue territorial ne pouvaient que leur être bénéfiques. Partant de ce constat-là, depuis que Israël est Israël, ils ne se sont jamais cachés que l'entité sioniste qui gouverne les Israéliens aujourd'hui est une entité expansionniste. Ça l'a toujours été. Mais ce n'est pas un secret. Eux-mêmes ne s'en cachent pas. Ils ont une carte territoriale bien affichée, bien connue de tous, de toutes les instances du monde, où l'objectif est de s'étendre jusqu'aux frontières étrangères, voire même au-delà. Rien de nouveau en réalité. Et donc forcément, par leur doctrine expansionniste, il allait arriver tôt ou tard que l'État hébreu allait se rapprocher de frontières étrangères, Égypte, Liban, et que mécaniquement, cela allait créer des tensions de part et d'autre, vis-à-vis des pressions sur des frontières étrangères. Pressions d'ailleurs qui se sont matérialisées par de la violence. On se souviendra de l'opération sous faux drapeau dans un hôtel égyptien dans les années 70, il me semble. J'ai oublié le nom de l'hôtel en question, mais les services secrets égyptiens ont chopé les mecs et c'était des Israéliens déguisés en Touareg. Les coups de pression militaires sur le Liban qui continuent encore aujourd'hui. Le sud Liban est bombardé dans le plus grand des calmes, personne n'en parle. Ce que je dis là, c'est que le marqueur de ce conflit israélo-palestinien est purement hypocrite. Et en cela, faire la guerre sous l'hypocrisie est très dangereux. Car je le dis ici, tout le monde savait depuis 80 piges que cela allait mal se terminer. Car d'ailleurs l'Empire anglo-saxon utilise l'État hébreu comme avant-poste pour étendre leur hégémonie sur tout le Moyen-Orient. Et de me dire 80 ans plus tard que c'est terrible, que ce qui se passe sur les Gazaouis est compliqué, etc., etc. Mais quelle foutue hypocrisie, mesdames et messieurs. Veuillez m'excuser. Tout le monde savait. Du côté occidental, les hautes officines que sont la CEDH, la Ligue des droits de l'homme, l'ONU, tout ce grand cirque international le savait très bien, ce qui allait se passer et ce qui se passe aujourd'hui. Ils le savaient dès la première pierre que les Juifs ont posée sur leur terre sainte. Mais le côté maghrébin, tout le Maghreb, le savait pertinemment aussi. On en parle moins, ça aussi. C'est bien beau de montrer sans arrêt du doigt l'hypocrisie occidentale, qui en est une au demeurant, c'est pas le problème. Mais il faudrait aussi peut-être parler de l'hypocrisie maghrébine, en large majorité. Maghrébine, africaine, même russe, même ce que vous voulez, d'ailleurs, qui plus est. Exemple, la CEDH, dans les années 70, fin 60, 68, 67, 68, c'est du direct, j'ai pas mes fiches, mais vous pouvez le retrouver facilement sur internet, ce que je dis là, il n'y a pas de problème. La CEDH a déclaré, daté, signé, que l'entité sioniste qui occupe Israël aujourd'hui est une entité raciste et extrémiste. Donc tout le monde savait ce qu'il faisait, ce qu'il comptait faire. Et donc, venir aujourd'hui dans les hautes officines supranationales, taper la main des Israéliens en disant oui, ce que vous faites c'est pas bien, nous condamnons, et alors, depuis combien de temps ils condamnent? Ça date pas d'hier. Tout ça pour dire quoi? Pour dire aux Israéliens, les gars, quand vous jetez du phosphore blanc sur des populations, ça commence à se voir.
Ça commence à mettre les gens en colère. Calmez-vous. Hein. Voilà, c'est tout. Mais rien n'a changé. Mais du côté maghrébin, qu'ont-ils tenté? Absolument rien. Dites-moi, c'est pas durant ces 80 années la Libye de Kadhafi, soi-disant ce petit paradis sur terre, soi-disant une population heureuse, qui avait accès à l'énergie gratuite électrique, qui avait accès aux ressources pétrolières à bas prix, avec des universités florissantes, n'a rien tenté. Le Liban, que l'on a nommé, beaucoup moins aujourd'hui, mais pendant longtemps, qui a été nommé la Suisse du Moyen-Orient, n'a rien tenté. La Syrie était en pleine forme, l'Irak était en pleine forme, l'Iran se portait comme un charme, les Saoudiens qui se gavaient du dollar américain, tout allait bien. Pourquoi n'ont-ils jamais rien tenté? C'est quoi le projet? Envoyer 50 cassos en deltaplane, hein? C'est ça, libérer. C'est quoi en fait aider les Palestiniens? Larguer des, comme fait la Jordanie actuellement là, c'est larguer des caisses de médicaments et de nourriture sur un peuple qui vit dans un territoire complètement en ruine. Mais vous pouvez envoyer les caisses que vous voulez, vous pouvez envoyer le pognon que vous voulez. Ça n'empêche pas que ce malheureux peuple se fait tirer dessus. Hein. Hmm. Euh, Par exemple, j'entends le prince saoudien, là, MBS, je sais pas quoi, là, euh, qui a déclaré il n'y a pas longtemps, oui, ce serait bien d'envoyer un nouveau Yasser Arafat pour trouver une solution à deux États. C'est pas de l'hypocrisie, ça? Dites-moi, ce n'est pas les mêmes Saoudiens qui ont soutenu, financé le djihadisme international hein, pour foutre en l'air la Syrie, et que quand leurs petits protégés djihadistes, en 2015, prenaient des balles dans le bide, ils allaient se faire soigner dans des hôpitaux israéliens, et aujourd'hui, ils veulent envoyer un nouveau Yasser Arafat. C'est pas de l'hypocrisie, ça? L'Afrique du Sud, qui tout d'un coup se réveille hein, et condamne les Israéliens. Mais il se réveille 80 ans plus tard. Hein. Le seul qui a fait le boulot, c'est Mandela. Tout seul dans son coin. Qu'est-ce qui a changé depuis? Rien. La vérité, c'est que personne n'a rien fait. Tout le monde savait. La vérité, c'est que vous êtes en train de sacrifier les Palestiniens sur l'autel de vos petits intérêts privés. Et je parle des deux camps. Aussi bien du camp occidental que du camp maghrébin. Hmm. Parce que le camp maghrébin, on n'en parle pas trop. Le Maroc, soi-disant que tout se passe bien, que le roi gère bien les affaires, il n'a rien tenté. L'Algérie, qui est si fière d'elle, il faut entendre son hymne hein, quand même, hein, très anti-israélien. Qu'est-ce qu'elle a tenté? Rien. Les Russes leur fournissent des hélicoptères Apache dernier cri et compagnie là. Qu'est-ce qu'ils font? Rien. Rien n'a changé. Alors, moi, ce conflit-là, de là où je suis, en tant que Français de souche, dans mon pays, la France, ça commence à devenir relativement... Cette hypocrisie ambiante devient détestable, puisque l'influence de guerre s'étend tout particulièrement sur le territoire français. De toute façon, de mon point de vue, ce conflit va se terminer par un vainqueur et un vaincu. Ça fait 80 piges qu'on parle de solution à deux États, ça fait 80 piges que la France use de diplomatie et autres pour trouver une solution pacifique. À chaque fois que le sujet est mis sur la table et souvent a été mis en place, à chaque fois ces accords sont partis en éclats, ont été sabotés par un camp israélien comme par l'autre maghrébin. Ces gens-là ne veulent pas vivre ensemble. D'ailleurs, il y aura un vainqueur et un vaincu, mais le vaincu ou le vainqueur n'est peut-être pas celui que vous pensez.
Qui vivra verra. Maintenant, du point de vue de la France, la problématique de ce conflit, c'est que parce qu'elle dure dans le temps, elle s'exporte au-delà de ses frontières et gagne en influence extrême qui se radicalise de plus en plus sur le territoire français plus particulièrement. Et comment cette influence s'exerce? Du côté israélien, elle s'exerce tout particulièrement sur nos élites françaises, par l'intermédiaire de la République française mafieuse, pourrie, corrompue qu'elle est actuellement. Excusez-moi, mais il suffit de voir qui est à la tête du Conseil d'État. Si vous n'avez toujours rien compris, c'est pas une poutre que vous avez dans l'œil, c'est un baobab, à un moment. Je le dis ici, la République française mafieuse, maçonnique et pourrie est sous occupation étrangère sioniste. Mais pas que, parce que le monde maghrébin utilise aussi de son influence. La différence, c'est que eux n'ont pas les accès au pouvoir. Par contre, comment s'exerce leur influence? Dans les rues de France, dans le quotidien des Français. Et de dire que la diaspora maghrébine française, d'ailleurs, on dit bien les Maghrébins de France, on dit bien les musulmans de France, on dit pas les Français, on ne dit pas les Français d'origine musulmane, on ne dit pas les Français d'origine maghrébine. Mais ça là, ces termes-là que j'emploie, c'est pas les miens, hein, c'est les vôtres. C'est vous qui parlez comme ça, à longueur de journée. Par contre, si des types débarquent et te disent oui mais nous Français de souche fiers de notre drapeau, je vous signale qu'il y a des types fiers de leur pays, ils étendent le drapeau français au rebord de leur fenêtre. Il y a la commandature qui déboule, qui arrache le drapeau, qui prennent des amendes aujourd'hui, hein, en France. C'est pas dans un pays étranger, hein, qui à la limite pourrait se comprendre, même si on peut émettre certaines réserves. C'est en France que ça se passe. Par contre, vous les Maghrébins, à pleurer toute la journée, de dire nous sommes ostracisés, nous sommes abandonnés, et les Français sont racistes, et on ne parle jamais de notre souffrance, et ceci et cela, mais c'est une plaisanterie. C'est une blague. On ne parle que de vous. On ne parle que de vous, toute la journée, mais les Israéliens y compris. C'est dans toutes les conversations, c'est dans tous les débats télévisés, c'est dans toutes les séries télévisées françaises, du plus ou moins, financées avec l'impôt des Français. C'est dans toute la culture. Il suffit d'allumer la radio, il n'y a que du rap. Il y a du rap français sur Chéri FM aujourd'hui. Vous êtes surreprésentés de partout, dans tous les médias. L'État mafieux de la République française, maçonnique, n'oublie pas de vous souhaiter le joyeux Ramadan. Par contre, nous, Français, chez nous, filles aînées de l'Église, notre carême, notre ascension, nos fêtes religieuses, aujourd'hui, on a bien compris qu'on pouvait allègrement s'asseoir dessus. Je passerai outre que la religion la plus persécutée dans le monde, c'est la religion chrétienne, en Israël y compris. D'accord ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Et puis, d'ailleurs, l'influence maghrébine, là, actuellement, elle s'exprime comment, là, les pro-palestiniens, là ? C'est comment ? C'est Caris qui fait des concerts, là, en ce moment, où on voit des blacks demi-putes twerker avec des plugs anal dans le cul. Mais vous savez qu'il y a des adolescents qui regardent ? Vous savez que votre influence va jusqu'à modifier le langage de notre jeunesse au quotidien, qui est repris par le ministère de l'Éducation nationale, inséré insidieusement dans des programmes scolaires dès le CP, votre fameuse novlangue, votre fameuse écriture inclusive. Hein ? Vous avez tout pour vous, là, actuellement. Mais, mesdames et messieurs, les Maghrébins, vous êtes comme un poisson dans l'eau en France aujourd'hui.
Je compte même plus la dizaine et la dizaine de milliards du contribuable français déversés dans les quartiers qu'on appelle d'ailleurs et qu'on appelle encore toujours zone de non-droit, dont d'ailleurs les pompiers ne veulent plus venir, ou s'ils viennent, c'est avec des gilets, des gilets de protection anti-lames, des médecins qui veulent plus y aller. Quand on appelle les flics, hein, ils ne viennent même plus. Mais ça ne vous empêche pas de vivre au crochet de la République maçonnique mafieuse. Ça ne vous empêche pas d'être bien nourri. Ça ne vous empêche pas de monter vos points de deal où vous voulez. Sans que... Devant les mairies, hein. Devant les mairies. Personne ne vous dit rien. La justice est parfaitement de votre côté. Si demain, il y a Dinasio qui sort dans les rues et qui dit on aimerait la souveraineté, garde à vue, ça passe devant le juge, sursis, et puis pendant ce temps-là, MHD, il peut buter des mecs, hein. Le type est dehors. La meurtrière de Lola, 9 mois de tôle, elle est dehors. D'accord? Mais tout ça là, votre petit confort, excusez-moi, mais vous pensez que c'est gratuit? Vous pensez que vous pouvez vivre aux frais de la princesse et que vous n'aurez jamais de compte à rendre un jour? C'est bien méconnaître la République française mafieuse, corrompue et maçonnique. Cette République française totalitaire est criminelle. C'est une mafia. Je t'explique. Quand la mafia te donne de l'argent, tu acceptes l'argent, tu acceptes tout ce que la mafia va te demander demain. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous, le problème, c'est que vous faites des leçons de morale aux Français. Mais nous, les Français, la République française, on la connaît parfaitement bien. On la connaît très bien, cette République française. Cette République française qui est née dans des torrents de larmes et de sang. Là, tout va bien quand c'est la paix. Mais quand c'est la guerre, quand la paix est compromise, nous on sait, Français, que la République française est capable du pire. Du pire. Et de croire que vous pouvez vivre au crochet de tout le monde, être dorloté par cette mafia républicaine sans un jour jamais rendre de compte, bon courage, hein. Parce que vous, les Maghrébins, là, je vous explique ce que vous êtes et comment la République maçonnique vous voit. Elle vous voit comme une armée de réserve du capital. C'est tout ce que vous êtes. Vous n'êtes qu'une armée de réserve du capital. C'est pour ça qu'ils vous nourrissent. C'est pour ça qu'ils vous entretiennent. C'est pour ça qu'ils vous laissent faire toutes les dingueries que vous voulez. Parce que demain, les militaires peuvent débarquer dans les quartiers, mais ce ne sera pas pour remettre de l'ordre, hein. Ça sera pour vous foutre dans des camions et vous emmener dans des gares de ci et de là. Et ils ne vont pas vous laisser le choix. Parce que vous avez accepté l'argent. Demain, faut envoyer de la chair fraîche tuer des Russes. C'est à ça que vous allez servir. C'est pour ça qu'ils vous nourrissent. Bon, c'est à la mode hein, dans le YouTube game de faire la Madame Irma et de donner des perspectives d'avenir. Hein. Je m'amuse à cet exercice parce que ce que je dis là, je ne l'ai jamais entendu nulle part. Hein. Alors, rassurez-vous, je ne pense pas qu'ils feront ça. Mais, il suffit que les Français de souche pètent un plomb et décident de monter en l'air ce gouvernement de mafieux. Je peux vous garantir qu'ils vont venir vous chercher hein, dans les cités. Hein. Ils vont venir. Ah ouais. Tout est prêt. Hein. Les cartons sont ouverts hein, déjà. On va tous aller droit dans le mur là. La baston, elle va être horizontale. Hein. Et pendant ce temps-là, l'élite mafieuse qui vous nourrit, eux, leur train de vie va continuer. Hein. Vous en faites pas pour eux. Hein. Champagne, petit four, pute de luxe, cocaïne. Hein. Ils seront là à compter les points, à mettre des pouces en l'air ou des pouces en bas en fonction de qui tombe et qui reste. Hein. Eux, ça ne va rien changer. Hein. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Le meilleur exemple, c'est le mien, de mon expérience de vie. Il y a 8 ans de ça.
Je fréquentais un couple. La nana était française. Son mec était français d'origine pakistanaise. 2 enfants. Un jour, la femme m'appelle et me dit, parce que tous deux nous étions militants dans la lutte contre la pédocriminalité et avertis, éclairés sur bien d'autres sujets, avec laquelle j'ai eu de nombreuses conversations. Donc un beau jour, elle m'appelle et elle me dit, ça va pas, j'ai besoin de ton aide, il faut que tu viennes. Bon, j'ai compris que dans le son de sa voix, il y avait drame. Donc, étant donné que ce couple m'avait bien rendu des services par le passé, je ne me pose pas la question, je vais les voir. J'arrive là-bas, elle m'accueille, on s'assoit à une table, et dans leur maison, à une pièce à l'étage, il y avait une espèce de pièce où il y avait l'ordinateur familial avec internet et tout ça. Et donc la nana me dit, je suis inquiet, ça fait 3 jours que mon mec est enfermé dans la pièce à regarder des vidéos YouTube, il ne veut pas me montrer ce qu'il regarde. On est en 2015, hein. Et le peu qu'il vient pour manger ou embrasser ses enfants, il dit qu'il veut prendre ses affaires et d'aller affronter le régime de Bachar al-Assad aux côtés de ses frères. Mais vous avez tous la mémoire courte, hein. Il y avait une propagande affichée, accessible, sur YouTube, pendant des mois, pour trouver de la chair à canon dans les quartiers français, dans le monde maghrébin, pour aller se faire exploser la tête en Syrie. Sous le gouvernement Hollande. Hollande, là, qui se la pète à dire, oui, moi j'ai fait tuer 7 mecs à travers le monde. Hein? Bah, c'est facile, hein. Quand tu laisses faire de la propagande djihadiste sur YouTube en plein jour pour envoyer de la chair à canon française maghrébine en Syrie, sous sponsor du ministère de l'Intérieur. D'accord ? Donc, je vous le dis, hein, le mec est descendu, je lui ai fait un cours de géopolitique de 5 minutes, hein, ça l'a vacciné. Hein. Voilà, il est allé nulle part. Hein. Voilà, alors, les abrutis d'identitaires extrêmes pourraient me dire, oui, quel con, l'arabe, t'avais qu'à le rien lui dire, hein, qu'il parte, etc. Ah oui, d'accord, ouais, mais c'est facile de parler derrière vos écrans. Je suis pas un homme du virtuel, moi. Les quartiers, là, en question, j'y ai vécu 10 ans, moi, là-dedans, de mes 18 à mes 28 ans. Hein. On n'est pas tous comme vous, hein. D'ailleurs, oui, en effet, j'aurais pu jouer le jeu de la propagande, sachant très bien ce qui se passait. J'aurais très bien pu dire, c'est bien mon gars, prends vite tes affaires. Oui, Bachar al-Assad est un dictateur mangeur d'enfants, ce que tu veux. Il faut absolument, il faut absolument y aller. Oui, j'aurais pu, oui. Et puis, et les conséquences, hein, ensuite. Dans le meilleur des cas, selon vous, là, les identitaires, il part, hein, il se fait exploser le caisson. Dans le pire des cas, il survit. Il revient en France, défoncé au Captagon, dans l'ultra-violence. Il revient en France, il met une bâche sur la tête de sa femme, il endoctrine ses gosses, et ça se termine comment ? Avec des égorgés, des professeurs égorgés dans des collèges. Je pense que j'ai sauvé beaucoup plus de vies que vous ne le pensez ce jour-là. Voilà l'exemple de ce dont est capable la fameuse République française. Mais vous savez, mesdames et messieurs, moi je veux bien trouver ne serait-ce qu'une sympathie. C'est même pas de soutenir une cause palestinienne ou une cause israélienne. Le simple fait d'avoir une compréhension des malheurs des uns et des autres, d'avoir une sympathie. Mais je le voudrais bien, même si je le voulais. Je ne peux pas le faire. Ce n'est pas que je ne veux pas le faire. C'est que de toute façon, je ne veux pas le faire, pour être franc avec vous. Mais même si je le voulais, je ne peux pas le faire. Vous êtes devenus, en France, complètement hystérique. Complètement. Si je trouve une sympathie pour le camp israélien
On va me dire que je suis un raciste, extrémiste, tueur d'arabes, que j'ai pas de cœur, que je suis dégueulasse, ceci, cela. Et si je trouve une sympathie pour les Palestiniens et pour le monde maghrébin, euh, on va me dire, non, si je trouve une sympathie pour les Israéliens, et ce qu'ils ont subi le 7 octobre, hein, on va me dire, non, l'inverse, je me suis confondu, mais pour le côté, si je suis pro-palestinien ou que j'ai une sympathie pour le peuple palestinien, on va me dire, oui, t'es antisémite, t'es nazi, tu veux mettre des juifs dans des trains. Là, elle est là la réalité. Dans les débats de tous les jours, moi, je ne lance plus de débat, hein, dans la vie de tous les jours. J'ai arrêté parce que c'est très compliqué, hein. Le niveau d'intelligence en France est très compliqué. Et avec ce qui se passe dans l'éducation nationale aujourd'hui, ça va être de pire en pire. On va tout droit vers l'animosité et la bestialité la plus extrême. On va tous au tarton, là. C'est les débats qui viennent à moi. Et moi, on me dit, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Côté israélien, côté palestinien, je dis, je suis indifférent. Je n'ai plus le choix aujourd'hui. Vous ne pouvez pas prendre parti. Quoi que vous décidiez, vous serez insulté par un camp ou par un autre. Comment on fait? Comment je fais là? Dites-moi, mesdames et messieurs, pro-palestiniens, pro-israéliens, en France là, je tiens quand même à vous rappeler que les agriculteurs sont dehors. Les agriculteurs là, ils se promènent avec leur tracteur pour quoi faire? Pour faire du tourisme? Pour faire une promenade de santé peut-être? Il y a 2 paysans qui se suicident tous les 2 jours. Mais c'est pas nouveau ça. Moi j'en parlais déjà sur les réseaux en 2013. En 2013. En 2013, le plus fort taux de suicide, c'était les agriculteurs et les policiers qui retournaient leur arme de service contre eux. Tout le monde s'en foutait. Tout le monde s'en fout. Moi, je vis dans un pays où nos retraités, nos anciens, fouillent dans les poubelles pour manger. On parle de gens qui ont travaillé toute leur vie. On parle de gens qui ont commencé à bosser, à se péter le dos dès l'âge de 15 ans, de 14 ans, 15, 16 ans. Qui ne savent pas ce que c'est le chômage, qui ne pleurent jamais, qui ne se plaignent jamais. Qui ont des retraites de bâtards aujourd'hui. Et qui fouillent dans les poubelles pour se nourrir. Moi, je te parle d'un pays, la France, où il a été recensé 100 000 étudiants qui ont recours à la prostitution pour bouffer et payer leurs études. Le nombre d'SDF a augmenté de 17% rien que sur Paris. Et je ne parlerai pas du fait qu'on est les pays le plus taxés au monde et du reste. Donc, qu'est-ce que... J'en klaxonne tellement. D'ailleurs, quand je dis, moi, le conflit israélo-palestinien m'indiffère, qu'est-ce qu'on me dit? Les deux camps. Oui, t'es un monstre, t'as pas de cœur, tu te rends compte de ce qu'ils subissent, nanani, hein, ouais, d'accord, ouais. Hein? Alors, c'est quoi, alors, excusez-moi, mesdames et messieurs, mais l'affaire du Zandvoort, les CD-ROM du Zandvoort, des centaines de gamins qui ont disparu et qu'on retrouve dans des Smurf Movie où des gamins de 8 ans se font découper la gueule à coups de ciseaux. Qui s'en branle? Qui a dit quelque chose? Personne. Là, aujourd'hui, la Grèce t'explique que le taux de mortalité infantile a augmenté de 40%. En 2013, la Croix-Rouge disait qu'il trouvait des enfants par terre, morts de dénutrition, qui allaient sur le chemin de l'école. Qui s'en fout? Qui s'intéresse? Qui pleure là? Personne. Les petits enfants arméniens, des gamins de 3 ans, qui se font arracher les yeux et la langue, parce qu'ils sont chrétiens, qui pleurent? Personne. Et la liste est longue. C'est quoi en fait? C'est la hiérarchisation des victimes? Hein? On pleure pour les uns mais pas pour les autres.
Mais vous, les Maghrébins, vous ne valez pas mieux que les ennemis que vous prétendez combattre. C'est tout aussi abject, crasseux et dégueulasse, hein, en réalité. Je risque pas de pleurer pour les Palestiniens. J'en ai les yeux secs. Hein. D'accord? J'ai déjà pleuré toutes les larmes de mon corps, tellement j'ai vu d'horreur hein, et de dinguerie humaine dans ma vie. Depuis 10 ans que j'ai fait du putain de militantisme, que j'ai été obligé de raccrocher, parce que t'endors pas la nuit et le reste. Si le sort des Israéliens, si le sort des Palestiniens vous tient tant à cœur, vous qui êtes si courageux, euh, avec vos grandes convictions, votre grande vertu, tu veux que je t'explique? Regarde ce que tu vas faire. Tu vas aller sur YouTube, tu vas aller voir la chaîne Légende, Legend. Et dans cette chaîne-là, je fais de la pub parce que un média alternatif dont on aurait bien besoin, hein, honnêtement. Hein. C'est du très très bon travail. Hein. Et parmi les invités, une fois, il y a un Français qui a expliqué pendant 1 heure et demie qu'il est allé combattre des Russes auprès des Ukrainiens. Lui a joué Lui a été jusqu'au bout de ses convictions. Jusqu'au bout. Et il l'explique pendant 1 h 30. Alors vous pouvez facilement le retrouver dans le classement des vidéos de la chaîne Légende. C'est le seul qui est cagoulé là. Voilà. Et puis le titre, vous allez voir tout de suite. Allez-y, les pro-palestiniens là. Allez-y, les pro-israéliens. Allez écouter ce que dit ce type. Vous voyez, ce mec-là, là, dont je parle, ce qu'il est, ce qu'il fait, tous nos opposants, moi et lui, tous nos opposants. Je ne suis pas d'accord hein, avec ce qu'il a fait, ses actions et le reste. Pourtant, énorme respect pour ce gars. Énorme respect pour ce guerrier. Parce que lui, il passe pas son temps à chialer derrière son écran. D'accord? Lui, il ferme sa gueule. Hein. Lui a pris les armes. Il est allé en Ukraine. Il s'est enrôlé. Il est allé affronter des Russes à 3, 4 contre... à 10 contre 100. Il a été blessé, il a pris une balle dans le bide. D'accord? Et vous faites quoi, là? Les pro-israéliens, les pro-palestiniens, là? Oui, les Palestiniens, le cul bien au chaud, hein? En France. Allez, allez jusqu'au bout de vos convictions. La bise.